Plus loin on regarde en arrière, plus loin nous voyons en avant. Et moi, les États-Unis évoquaient l'existence de preuves contre l'Irak. C'est peu dire donc que l'intervention de Colin Powell devant l'ONU était attendue. Lien avec Al-Qaïda, arme de destruction. L'intervention a duré 80 minutes, document à l'appui pour tenter de convaincre la communauté internationale. En voici les principaux points avec Hervé Guéquer. Un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. 3 grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Colin Powell présente un message capté la semaine dernière entre 2 officiers irakiens voulant dissimuler des éléments avant une visite des inspecteurs, puis désirant même faire disparaître toute trace de conversation. Détruisez le message parce que personne ne doit voir ce message. Détruisez ce message. Colin Powell appuie également son propos en projetant des photos satellites. Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Sur cette première photo, prise en mai 2002, il explique que l'on voit clairement des camions de décontamination. Puis sur la deuxième photo, 2 mois plus tard, tout a disparu et la Terre a été retournée pour cacher toute activité suspecte. Échec au désarmement, c'est ainsi que Colin Powell résume sa première partie d'exposé. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà 2 des 3 composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. Enfin, troisième phase de la démonstration, les liens entre Saddam Hussein et les réseaux Al-Qaïda. Selon le secrétaire d'État américain, une vingtaine de membres d'Al-Qaïda sont basés à Bagdad. Pour appuyer son propos, Colin Powell montre plusieurs photos, dont celle d'Al-Zarqawi, un Jordanien de 36 ans, considéré comme un des responsables d'Al-Qaïda. Pour conclure, Colin Powell évoque une connexion qu'il qualifie. 9/11 and its aftermath awakened this nation to danger, to the true ambitions of the global terror network. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. The President has said the one option that we do not have is to do nothing. The President has, I think, put it exactly right. He has said that the one choice we don't have is to do nothing. As the President has said, and as Prime Minister Blair said yesterday, doing nothing is no longer an option. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. The evidence indicates that Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists, a group he calls his nuclear mujahideen, his nuclear holy warriors. Share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. The Iraqis are moving not just documents and hard drives, but weapons of mass destruction. The photos that I am about to show you are sometimes hard for the average person to interpret, hard for me. This irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today, Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. It was so compelling, I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating, and overwhelming abundance of the evidence. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment,
au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. C'est ce qu'on appelle le droit de veto. Et c'est pour l'instant votre position de principe ce soir? Ma position, c'est que, quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère, ce soir, qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Saddam Hussein and his sons. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Leur refus entraînera un conflit militaire au moment où nous les déciderons. Saddam a refusé de partir, et puis sont arrivées les premières frappes. L'armée américaine a envahi l'Irak, appuyée par la Pologne, l'Australie et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les hommes et les femmes britanniques sont engagés dans l'air, sur terre et sur mer. Leur mission, évincer Saddam Hussein du pouvoir et désarmer l'Irak de ses armes de destruction massive. Et après une intense chasse à l'homme, Saddam a été capturé, jugé et exécuté. Il y a eu un problème, aucune arme de destruction massive n'a été découverte. Donne l'image de nos démocraties et de nos pays, je parle là de l'Europe comme des États-Unis, vis-à-vis du reste du monde, qui est attentif à ce deux poids deux mesures. Quand on voit par exemple qu'un réfugié ukrainien trouve plus facilement d'accueil qu'un réfugié syrien ou africain, ce deux poids deux mesures coûte très cher à l'image qu'on veut donner de nous, de pays démocratiques, respectueux des droits de l'homme, respectueux d'une certaine idée de la civilisation. Donc ces amalgames, à mon avis, doivent être fortement condamnés et évités. Vous l'avez évoqué. Et n'oublions pas ce sentiment de plus en plus présent dans le monde extra-occidental. L'affaire ukrainienne, et je suis désolé de le dire comme cela, l'affaire ukrainienne c'est une affaire de blancs. Et de même que l'opinion publique européenne n'a eu aucune sympathie pour les dizaines de milliers de morts des interventions en Irak, les dizaines de milliers de morts d'interventions en Libye, en Syrie, etc., 3 blessés dans la banlieue de Kiev suscitent une mobilisation internationale. Ce deux poids, deux mesures, pour moi, marque d'abord une défaillance morale de ce que vous appelez l'Occident, mais marque surtout la fin de ce qu'a été le monopole du bien occidental. Je reviens sur la première partie de votre question. Ce que vous dites l'Occident, c'est quoi? La Chine vient de publier des cartes qui sont extrêmement frappantes à cet égard. La Chine, c'est quoi? Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, l'Australie. Quelques pays accessoires, le Canada et quelques autres. C'est tout. C'est tout. L'Occident est en train de se retrouver tout seul, il est en train de se retrouver minoritaire, très minoritaire en termes de population, c'est moins du tiers de la population mondiale, désormais minoritaire en termes économiques, puisque la majorité du monde est en train de passer du côté de l'Inde, de la Chine et de ces puissances montantes que c'est l'Indonésie, la Malaisie, etc. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Pour me confronter régulièrement avec des responsables, la thèse de l'incompétence
est quand même majoritaire, si vous voulez. Il y a peut-être, pour 10 incompétents, vous trouverez un signe. On ne peut pas jouer au matamor et menacer M. Poutine de ruiner son économie en préparant la ruine de notre propre économie. C'est ça qui est absurde. Là où ça devient absolument risible, mais malheureusement, les Français on rit à leurs dépens, et les Européens en général, c'est que, si vous voulez, menacer Vladimir Poutine de ne plus lui acheter le gaz, ça déclenche chez lui la réaction suivante, si vous voulez plus acheter mon gaz, c'est moi qui vais vous couper le robinet de gaz. Ouais. En réalité, ça ne fait que faire une chose, c'est-à-dire augmenter les prix de l'énergie, augmenter les prix du gaz, augmenter les prix du pétrole. C'est tout bénéfice pour M. Poutine, ça lui permet de tuer encore plus d'Ukrainiens. Donc quelle est l'intelligence de cette politique? C'est vraiment une politique de gribouille. Quand on se targue de ne plus acheter des hydrocarbures à la Russie et qu'on va acheter les mêmes hydrocarbures russes 4 fois le prix à l'Inde, on est dirigé par des gens qui n'ont pas toute leur tête, ça se mélange là-haut. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis. Это женщина, мужчина, мужчина. Мама – это мама. Отец – это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Fédération. L'idée qu'on est dans la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il y en a pas. Ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, nommée le fait que notre liberté, le régime de liberté, de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Que la situation que nous vivons a un coût. Que notre liberté, notre avenir suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et puis, à un moment donné, dans l'analyse sémantique, je me suis dit, mais en fait, il est en train de nous dire qu'on va devoir être fier de se sacrifier. Et là, il y a quand même un parallèle avec des propos qui ont été tenus notamment à Davos, qui sont, je trouve, un peu préoccupants sur les influences philosophiques dont il rien ne vient rassurant. Quel propos notamment tout le courant de pensée de Klaus Schwab sur le fait que on va devoir passer à un tout autre mode de vie, on va devoir s'appauvrir considérablement et que c'est très bien. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister Jacinda Ardern. We've incorporated the principles of the 2030 Agenda into our domestic policy making in a way that we hope will drive system-level actions. This is not just a new scorecard.
It is about fundamentally changing how we make decisions and therefore how we allocate resources. Agenda 21 is dependent on the Hegelian dialectic, and that says that a crisis is created and a solution is posed, and the balance between the two then becomes the new normal. Now imagine a world where mass outbreaks of deadly diseases are commonplace. Well, it sounds scary, but that might not be too far off. The World Health Organization has warned in a BBC interview that we're entering a new phase where such a reality is, quote, a new normal. As I have repeatedly said, this is our new normal. This will be the new normal until a vaccine is developed. Many people are aware that you warned of this in the New England Journal of Medicine and during a TED Talk. So what do we need to do right now in order to reopen the country to get back to, some sort of normalcy and sort of set a new normal, whatever the new normal is? Well, I will say it's three phases. The acute phase we're in now, the semi-normal phase until we get a vaccine, and then the truly normal phase after the vaccine has protected all of us. Agenda 21 is the action plan. It's the blueprint, the comprehensive plan. It's a plan to disrupt and destroy the existing system. It's a plan of transformation and control. And that's what we're living through right now. Agenda 21 is dependent on a Hegelian dialectic, and that says that a crisis is created and a solution is posed, and the balance between the two then becomes the new normal, which is something that you never would have accepted. But now that there's a crisis, then you are forced or pressured to accept this new solution. COVID is the world's new normal. Here in New Zealand, we are all working as hard as we can to make sure that our new normal disrupts our lives as little as possible. I know the uncertainty COVID has created is incredibly difficult though, and for everyone. We are all in the same boat. I want to have the values not of Davos imposed on us, but of places like Destin and Dunedin, where I grew up. Things like the World Economic Forum, those policies are dead on arrival in the state of Florida. We are not going to go down that road. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process, because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune tellers, and they predicted an overpopulation crisis in the 1960s, mass starvation in the 70s, and an end of oil in the 1990s. These alarmists always demand the same thing: absolute power to dominate, transform, and control every aspect of our lives. In America, we understand what the pessimists refuse to see, that a growing and vibrant market economy focused on the future lifts the human spirit and excites creativity, strong enough to overcome any challenge by far. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. It doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, just as an example. And taken together, these forces are effectively hollowing out the middle class, because we're in the middle of something else going on. Nothing to do with Donald Trump. We're in the middle of what I call, other people call, the fourth industrial revolution. Is there going to be middle class? Will this revolution actually transform the global economy? And secondly, if it does, will it be for the better or for worse? Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты, в том числе, пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем. Падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации. Переложить собственные права на другие страны, на Россию, на Китай, вновь повторю. Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении. И, безусловно, еще одним важным подтверждением объективных процессов укрепления многополярности в мире
служит ваша конференция, собравшая представителей из многих стран, которые хотят на равных обсуждать вопросы в сфере безопасности, вести диалог, в котором учитываются интересы всех без исключения сторон. La dédollarisation du monde est en route. Imaginez que l'Arabie Saoudite est en train de rejoindre les BRICS et que l'Arabie Saoudite est en train d'admettre l'idée de vendre son pétrole en roubles ou dans une autre monnaie que le dollar. Regardez le corridor de négociation et le corridor d'échanges commerciaux qui est en train de se dessiner entre la Russie et l'Iran. Regardez le formidable plan de financement à 10 ans que la Chine a conclu avec l'Iran et qui va servir aussi peut-être à reconstruire la Syrie. Bref, regardez aussi la manière dont tous les pays de l'Europe de l'Est, qui n'ont pas adhéré à l'euro, ont repris le contrôle de leurs réserves en or et sont en train, probablement, eux aussi, de sortir du système dollar. Et par ailleurs, il faut savoir que les mesures qui sont prises par les États-Unis depuis Barack Obama, si vous voulez, car c'est sous Barack Obama qu'ont été prises les premières mesures législatives aux États-Unis qui ont eu un impact direct dans le commerce international. La manipulation du dollar, le fait que quand vous utilisez le dollar, vous tombez sous le droit américain. C'est de cette époque-là. C'est de Obama, ça. Si vous voulez, c'est de cette époque-là que ça date. Ce sont ces mesures qui ont dramatiquement affaibli le cadre global du commerce international. Et aujourd'hui, toute une série de pays, les BRICS, mais des pays qui, en ne faisant pas partie directement des BRICS, sont des pays qui regardent vers les BRICS, voilà, se disent, mais les États-Unis cherchent à manipuler à leur profit le commerce international, ce n'est pas acceptable, donc nous allons tenter de construire avec d'autres un cadre alternatif de manière à isoler, d'une certaine manière, ces semeurs de troubles ou ces faiseurs de troubles au niveau international. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.